My life, starting when I was young, with my parents, with my family, the value. 18 octobre 2007, 11 heures précises. Dans la cour de l'Élysée, aucun drapeau ne flotte au vent. Aucun photographe n'est autorisé à franchir les grilles. Pourtant, une rumeur glaciale s'empare du palais présidentiel. Quelques minutes plus tard, l'AFP publie une dépêche. Nicolas Sarkozy et son épouse Cécilia annoncent leur séparation. Jamais dans l'histoire de la Ve République, un président en exercice n'avait divorcé au cœur de son mandat. Jamais une première dame n'avait disparu ainsi, sans discours, sans adieu, sans un mot. Pourquoi Cécilia a-t-elle choisi ce moment pour s'éclipser? Était-ce un geste d'amour ou un acte de rébellion silencieuse? Qu'a-t-elle vu, entendu, deviné dans les couloirs du pouvoir? Et surtout, qu'a-t-elle décidé de taire, pour toujours? Cécilia Attia n'a jamais été une épouse comme les autres, présente dans l'ombre, absente dans la lumière. Pourtant, durant les premiers mois du quinquennat Sarkozy, elle savait tout. Ce récit n'est pas celui d'un divorce, c'est l'histoire d'un secret d'État enveloppé de silence. Cécilia Maria Sarah Isabelle Siganer Albéniz naît le 12 novembre 1957 à Boulogne-Billancourt, dans une famille à l'identité aussi éclatée qu'exceptionnelle. Son père, André Siganer, est un juif roumain ayant fui les pogroms d'Europe centrale. Sa mère, Diane Albéniz de Suert, descend d'une lignée espagnole noble et cosmopolite. Cécilia grandit entre deux mondes, celui du déracinement et celui de l'aristocratie déclinante. Son enfance est marquée par une tension permanente entre besoin d'ancrage et quête de liberté. Elle étudie dans les écoles les plus strictes de la région parisienne, mais refuse rapidement les carcans. Très jeune, elle se passionne pour l'équitation, la mode, puis la communication. Elle n'a jamais supporté qu'on lui dise ce qu'elle doit faire. C'est une adolescente insoumise, à la fois brillante et farouche. À 19 ans, elle épouse Jacques Martin, célèbre animateur de télévision de 20 ans son aîné. Ce mariage, salué par la presse comme une union glamour, se fissure rapidement. Deux filles naissent, Judith et Jeanne-Marie, mais Cécilia s'éloigne. Le quotidien médiatique, l'humour dominateur de son mari et la vie sous les projecteurs ne lui conviennent pas. C'est lors d'une cérémonie officielle à Neuilly-sur-Seine en 1984 qu'elle croise pour la première fois Nicolas Sarkozy, alors jeune maire de la ville. Elle l'accompagne en tant que mannequin d'apparat dans un défilé de mode caritatif. Lui, séduit, lui glisse un compliment et demande à la revoir. Très vite, une relation se noue. Sarkozy quitte son épouse Marie-Dominique Culioli, Cécilia quitte Jacques Martin. Le scandale est immédiat, mais les deux ne reculent pas. Ils se marient en 1996. À partir de ce moment, Cécilia devient une figure de l'ombre dans la vie politique française. Elle n'est ni militante, ni élue, ni communicante officielle, mais elle est partout. Elle réécrit ses discours, l'encourage à foncer, le conseille sur ses choix stratégiques. Ensemble, ils forment un couple moderne, ultra ambitieux, en marge des codes bourgeois. Mais déjà, les failles apparaissent. Cécilia déteste les bains de foule, les caméras, les obligations de représentation. Elle ne cherche pas à plaire, elle fuit les salons parisiens et les dîners de gala. En privé, elle cultive une franchise brutale que beaucoup décrivent comme désarmante. Certains voient en elle une femme froide, d'autres une femme libre. Son entourage dit qu'elle lit tout. Rapports, notes confidentielles, analyses de presse, qu'elle déteste l'hypocrisie politique, elle ne mâche jamais ses mots, même face aux ministres. Sarkozy l'écoute, souvent. Trop, diront certains. Elle n'est pas une potiche, elle est une pièce maîtresse. Mais vivre avec un homme comme Nicolas Sarkozy, avide de reconnaissance et d'ascension, n'est pas de tout repos. Lui veut la lumière, elle préfère l'ombre. Lui collectionne les alliances politiques, elle n'aime que les liens sincères. Cette opposition fondamentale n'a jamais cessé de les traverser. En devenant première dame en mai 2007, Cécilia entre malgré elle dans un rôle qu'elle n'a jamais voulu. Elle n'a pas cherché cette place, elle n'a pas fait campagne. Pourtant, elle sait exactement ce qu'elle représente, le maillon le plus imprévisible du pouvoir. Et déjà, dans les couloirs feutrés du palais présidentiel, certains commencent à murmurer qu'elle est un risque. Mai 2007. Nicolas Sarkozy remporte l'élection présidentielle avec 53,06% des voix.
La France tourne une page politique et avec elle s'installe à l'Élysée une première dame au profil totalement inédit. Dès le soir de la victoire, les images interpellent. Cécilia n'est pas là. Elle refuse d'apparaître au balcon du QG de campagne, n'accompagne pas son mari dans les bains de foule, ne pose pas pour les traditionnelles photos officielles. Une absence qui, très vite, devient un mystère national. Mais derrière les rideaux tirés du palais présidentiel, Cécilia est bien présente. Dès les premières semaines, elle s'implique dans des dossiers internationaux sensibles. Le plus marquant, la libération des infirmières bulgares détenues en Libye. Tandis que la diplomatie française piétine, Cécilia Sarkozy prend l'avion pour Tripoli en juillet 2007 et rencontre personnellement le colonel Kadhafi. Une mission officieuse mais spectaculaire. Quelques jours plus tard, les infirmières sont libres. Le mérite revient publiquement à Nicolas Sarkozy, mais dans les coulisses, c'est Cécilia qui a négocié. Cet épisode fascine autant qu'il inquiète. Une première dame sans mandat, sans statut légal, qui s'immisce dans les affaires étrangères. Pour certains diplomates, c'est une entorse grave à l'ordre républicain. Pour d'autres, la preuve d'un couple présidentiel redoutable et fusionnel. La presse people, elle, s'emballe. Cécilia la diplomate, la femme de l'ombre, Sarkozy n'écoute qu'elle. Les unes se succèdent, les éditos s'enflamment. Mais Cécilia, fidèle à elle-même, refuse toute communication officielle. Elle ne donne pas d'interview, ne répond pas aux invitations télé, décline les soirées officielles. Elle vit à part, dans un appartement personnel à Paris, loin des salons dorés de l'Élysée. Pourtant, son influence est palpable. De nombreux membres du cabinet présidentiel confient que Nicolas Sarkozy ne prend aucune décision majeure sans l'avoir consulté. Elle commente les projets de loi, relit les discours, juge la loyauté des conseillers. Certains ministres, comme Rachida Dati ou Claude Guéant, disent redouter son avis. D'autres la surnomment « la présidente », à mi-voix. Cette présence invisible, mais centrale, trouble l'équilibre du pouvoir. Le protocole chancelle, la République vacille entre institutions et dynamique conjugale. À mesure que Nicolas Sarkozy enchaîne les réformes, bouclier fiscal, ouverture à gauche, rupture avec la vieille France, les regards se tournent vers l'épouse qui semble dicter la cadence depuis l'ombre. Un journaliste politique écrit à l'époque « Cécilia est le seul vrai contre-pouvoir que Sarkozy accepte, et c'est précisément ce qui la rend dangereuse. » Pour l'opinion publique, la fascination grandit. On la compare à Jackie Kennedy, à Lady Di, à Hillary Clinton. Mais aucune analogie ne colle vraiment, car Cécilia ne cherche ni à plaire, ni à incarner, ni à durer. Elle traverse l'Élysée comme une passagère clandestine, aimante mais distante, complice mais critique. Son influence dépasse même le cadre politique. En juin 2007, elle assiste seule au sommet du G8 à Heiligendamm, en Allemagne. Angela Merkel, surprise, l'accueille en tête-à-tête. Les photographes capturent une image troublante. Deux femmes d'État, l'une élue, l'autre présente sans fonction. Cette image, très vite, devient un symbole. Mais dans l'entourage présidentiel, des voix s'élèvent. Cécilia dérange. Elle n'entre pas dans les cases. Son comportement est jugé erratique. Son absence lors de visites officielles devient un casse-tête diplomatique. Elle refuse de participer à la garden party du 14 juillet, elle se rend rarement aux côtés de son mari dans les déplacements, elle évite les journalistes ou les fusille du regard quand ils insistent. En privé, des tensions apparaissent. Nicolas Sarkozy, lui, embrasse pleinement son rôle. Il veut régner, être vu, aimé. Elle, au contraire, se referme. Elle fuit la lumière qu'il recherche. Ils deviennent deux trajectoires divergentes sous un même toit. Et c'est dans cette période d'apogée politique, de pouvoir absolu, que les premières fissures deviennent visibles. Elle s'absente plusieurs jours sans prévenir, elle refuse de dîners officiels, elle coupe son téléphone. Le personnel de l'Élysée murmure, on parle de disputes, de silences glacés, de regards qui ne se croisent plus. Tout semble parfait sur la surface. Mais derrière la façade dorée, le couple présidentiel est au bord de la rupture. L'été 2007 devait marquer l'installation du pouvoir Sarkozy dans une forme d'autorité absolue. Majorité parlementaire, popularité élevée, réforme à vive allure. Mais au cœur même du palais présidentiel, un vide étrange s'installe, celui de l'absence de la première dame.
Cécilia ne vit pas à l'Élysée. Elle refuse d'y installer ses affaires. Elle ne dort pas dans l'aile réservée à l'épouse du président. Elle préfère un appartement privé, loin du tumulte. Ce choix, inédit, sème le trouble. Les journalistes s'interrogent, les diplomates s'adaptent, mais à huis clos, les conseillers s'inquiètent sérieusement. Dès le mois de juin, un malaise gagne les couloirs. Cécilia ne répond plus aux appels du secrétariat. Elle décline les rendez-vous avec les premières dames étrangères. Elle refuse d'apparaître à la garden party du 14 juillet, pourtant moment symbolique de la République. Certains ministres murmurent qu'elle ne supporte pas la fonction. Mais d'autres voix évoquent autre chose, une colère sourde, une déception, une lassitude née de ce que le pouvoir fait à ceux qui s'en approchent trop. Autour de Nicolas Sarkozy, les regards changent. Certains le pressent de recadrer son épouse, d'autres le poussent à la protéger. Claude Guéant, secrétaire général de l'Élysée, est vu plusieurs fois quittant le bureau présidentiel, le visage fermé. Henri Guénaud, plume du chef de l'État, évoquera plus tard une tension quotidienne, insidieuse, mais constante. Dans la presse, les spéculations enflent. Des titres comme Le Point ou Le Parisien publient des dossiers sur la femme invisible du président. Des journalistes confient sous anonymat que l'accès à Cécilia est devenu impossible. Certains paparazzi assurent qu'elle passe plusieurs jours d'affilée à Genève, loin de Paris. Les rumeurs évoquent déjà une liaison avec Richard Attias, un publicitaire international influent basé à New York. Mais au-delà des bruits de couloir, ce sont les signaux publics qui intriguent. Lors d'une visite officielle à Pékin en septembre 2007, Cécilia devait accompagner son époux. La délégation chinoise se prépare à la recevoir, la table protocolaire est dressée. À la dernière minute, elle annule son vol. Ce genre d'incident, répété, devient un problème d'État. Le Quai d'Orsay s'en mêle. Le conseiller diplomatique du président, Jean-David Lévite, est contraint d'appeler les ambassades pour expliquer l'absence. Mais aucune explication officielle n'est satisfaisante. Et dans l'ombre, le silence de Cécilia devient assourdissant. Ses proches, eux, commencent à parler, à demi-mot. Une ancienne amie du couple confie à Vanity Fair « Cécilia n'a jamais voulu être une potiche. Elle voulait agir, mais le pouvoir ne tolère pas une femme libre. » Un ancien membre de la sécurité présidentielle va plus loin. Elle assistait à certaines réunions sensibles, elle savait tout et ça dérangeait. Derrière cette invisibilité, certains voient une stratégie d'évitement, d'autres une forme de retrait progressif. Mais quelques rares initiés, eux, parlent d'un désaccord fondamental entre Cécilia et la politique menée. Elle aurait exprimé son désaccord sur certaines nominations, sur le style de communication brutale du président, sur l'alliance trop rapide avec le monde des affaires. Certains affirment même qu'elle se sentait trahie par l'évolution de son mari, devenu plus président qu'homme. Et puis il y a les confidences anonymes, lâchées à la presse étrangère. Un article du Daily Telegraph en septembre 2007 cite une source de l'Élysée « Elle ne supporte plus ce rôle, elle partira. La seule question est « quand ?» Le compte à rebours est lancé. Le 11 octobre, un hebdomadaire espagnol publie une photo volée de Cécilia à New York, souriante au bras de Richard Attias. Le cliché fait le tour des rédactions. L'Élysée refuse de commenter. Mais le 18 octobre, le couperet tombe. Le divorce est officialisé. L'opinion est stupéfaite. Un président de la République française qui divorce en cours de mandat, du jamais vu. Aucun discours, aucune conférence, juste une phrase. Le président de la République et son épouse annoncent leur séparation d'un commun accord. Mais ce que personne ne dit officiellement, c'est que le divorce était consommé depuis des mois. Ce qui s'est joué durant cet été 2007 n'est pas une rupture sentimentale, c'est une guerre feutrée entre la République, ses codes et une femme qui refusait de se soumettre. Cécilia a quitté le pouvoir sans bruit. Mais à l'Élysée, chacun savait qu'elle était devenue une variable incontrôlable. Le 18 octobre 2007, l'Élysée publie une brève déclaration. Le président de la République et son épouse Cécilia annoncent leur séparation d'un commun accord. Aucune larme publique, aucune mise en scène, aucune interview. Juste un communiqué et un vide sidérant. La France entière découvre qu'elle n'a plus de première dame, et plus encore, qu'elle n'en avait peut-être jamais vraiment eu.
Le scandale est immédiat. Les chaînes d'information tournent en boucle, les éditorialistes s'étranglent. La classe politique, médusée, reste figée. Jamais, sous la Ve République, un président en exercice n'avait divorcé. Le choc est autant institutionnel que symbolique. Certains commentateurs tentent de relativiser. C'est une affaire privée. D'autres, au contraire, y voient un séisme politique. Dans Le Monde, un chroniqueur écrit « Le président Sarkozy a brisé l'image de l'unité conjugale au sommet de l'État. Ce n'est pas rien. » Les réactions du public sont partagées. Une partie des Français salue le courage d'un couple qui refuse l'hypocrisie, mais une majorité s'inquiète. Peut-on diriger un pays quand on ne parvient pas à maintenir sa propre maison debout? Dans les coulisses de l'Élysée, c'est la panique. Il faut réorganiser la communication, gérer les invitations officielles, réécrire les discours qui mentionnent l'épouse du président. La présidence devient une entité célibataire, sans figure féminine de représentation. Et Cécilia, elle disparaît, littéralement. En l'espace de quelques jours, elle quitte la France, direction New York, où elle s'installe discrètement avec Richard Attias. Aucun média n'a accès à elle. Aucun journaliste ne parvient à l'approcher. Les rares témoins évoquent une femme soulagée mais fatiguée, qui ne veut plus jamais mettre les pieds dans une résidence officielle. La presse people s'affole. Paris Match, Closer, Gala tentent d'enquêter, de reconstituer les jours précédant la rupture. Ils publient des photos floues, des bribes de conversations attribuées à des proches. Rien de concret. Cécilia a verrouillé toutes les portes. Pour Nicolas Sarkozy, l'impact est bien plus que personnel. L'opinion publique le perçoit affaibli. Lui qui avait construit une image d'homme énergique, contrôlant tout, se retrouve soudain seul et vulnérable. Il enchaîne les déplacements internationaux, multiplie les annonces, s'expose davantage dans les médias, comme pour compenser l'absence. Les conseillers de l'Élysée réagissent vite. Moins d'un mois après le divorce, Sarkozy est photographié avec Carla Bruni, ex-mannequin devenue chanteuse. Une liaison qui évolue à une vitesse fulgurante. En février 2008, ils se marient. Mais pour beaucoup, cette nouvelle union ne fait qu'intensifier les doutes. Pourquoi tant de précipitation? Que cherche-t-on à effacer? Dans les milieux politiques, certains parlent de mise en scène, d'autres évoquent un pansement jeté sur une blessure d'État. Le mariage avec Carla Bruni est perçu comme une opération de communication, une tentative de redonner au président une image stable. Mais l'ombre de Cécilia plane toujours. Car ce que l'on tait à l'époque, c'est le degré de détresse émotionnelle qu'a vécu le président pendant les mois de séparation. Selon des fuites dans Le Canard enchaîné, le président Nicolas Sarkozy aurait eu plusieurs accès de colère incontrôlables, des silences prolongés, des absences mentales en Conseil des ministres. Des proches confieront plus tard: il était obsédé par elle, il relisait leurs messages, il ne comprenait pas. Il ne lui a jamais pardonné de l'avoir quittée à ce moment-là. La rupture n'est pas qu'un événement conjugal, c'est une brisure identitaire. Le chef de l'État se voit rejeté par la seule personne qui le connaissait sans filtre, qui l'avait accompagné de Neuilly jusqu'à l'Élysée. Un désaveu intime, mais aussi politique. Et Cécilia, toujours silencieuse, devient une figure presque mythologique. L'ex-femme qui savait tout, mais qui n'a jamais parlé. La femme qui a été au plus près du pouvoir, mais qui l'a fui. La femme qui aurait pu raconter, mais qui a choisi de disparaître. Le scandale dès lors n'est plus dans le divorce lui-même. Il est dans le silence, dans l'absence, dans le mystère cultivé. Une première dame qui refuse de l'être, une épouse présidentielle qui rejette le rôle, le décorum, l'uniforme. Et surtout, une femme qui, au lieu de vendre ses secrets à la presse, les emporte avec elle. En 2008, Cécilia épouse Richard Attias à New York, dans une cérémonie privée. Aucun invité politique, aucun discours, aucune caméra. Elle reprend son nom de jeune fille, s'installe à Dubaï, puis à Genève. Elle s'éloigne, pour de bon. Et derrière elle, un vide troublant, une question jamais résolue. Que savait-elle que nous ne savons pas encore? Pendant des années, elle ne dit rien. Aucune interview, aucune apparition, aucun livre. Contrairement à tant d'anciens proches du pouvoir, qui publient des mémoires à peine les portes closes, Cécilia Attias choisit le silence. Ce n'est qu'en 2013, dans un entretien rare accordé à Le Journal du Dimanche, qu'elle accepte de parler. Mais ses mots sont mesurés, retenus, presque lisses. « Je n'ai jamais aimé la politique. Je n'étais pas faite pour ça. » Elle ajoute, plus loin, « J'ai été là par amour, pas par conviction. » Elle ne critique pas Nicolas Sarkozy, ne revient pas sur le divorce, ne dévoile aucun secret d'État.
Et pourtant, chaque phrase semble peser, cadenassée. À la journaliste qui lui demande si elle regrette ces années, elle répond « Ce que j'ai vécu, je ne l'ai jamais demandé. J'ai juste essayé de rester moi-même. » Mais qu'est-ce que cela veut dire, rester soi-même, quand on a partagé les secrets du pouvoir au plus haut niveau, quand on a négocié avec Kadhafi, rencontré Merkel, croisé Poutine, dîné avec Bush, quand on a été le témoin invisible de décisions majeures? Les rares personnes qui l'ont côtoyée après son départ décrivent une femme très informée, mais profondément blessée. Une amie de longue date raconte « Elle savait tout, mais elle avait compris que parler, ce serait trahir, et elle déteste la trahison. » Dans une conférence privée à New York en 2015, Cecilia glisse cette phrase énigmatique devant un petit cercle de femmes d'affaires. « J'ai vu ce que le pouvoir fait aux hommes, et je ne veux plus jamais en faire partie. » Une déclaration lourde de sens, d'autant plus que plusieurs anciens collaborateurs de l'Élysée affirment qu'elle détenait des informations sensibles, des accords internes, arbitrages secrets, rapports confidentiels. Mais jamais elle n'a divulgué la moindre note. Pourquoi ce mutisme absolu? Pourquoi cette fidélité posthume à un univers qu'elle a fui? Certains y voient un pacte tacite, un accord discret, un respect des institutions. Mais d'autres, au contraire, s'interrogent sur les pressions subies. Un journaliste politique chevronné glisse dans un podcast en 2018 « Cecilia savait des choses qui auraient pu fragiliser Sarkozy dès 2008. Elle ne les a jamais utilisées, mais qui dit qu'on ne l'a pas dissuadée de le faire ?» Les hypothèses fusent. A-t-elle reçu une compensation? A-t-elle signé des clauses de confidentialité? A-t-elle subi des menaces voilées? Rien n'est prouvé, mais tout est plausible. En 2017, une décennie après la rupture, elle publie un livre, Une envie de vérité. Un titre prometteur, mais le contenu, une autobiographie personnelle et pudique, évite soigneusement les sujets brûlants. Pas un mot sur les coulisses de l'Élysée, pas un nom, pas un dossier. Elle y écrit « Ce que j'ai choisi de ne pas dire est parfois plus important que ce que je raconte. » Cette phrase suffit à relancer les spéculations. Car au fond, le scandale n'est pas dans ce qu'elle a dit, mais dans ce qu'elle a toujours refusé de dire, dans ce qu'elle tait avec constance, dans cette mémoire qu'elle garde intacte, comme un coffre scellé. Et si le véritable pouvoir, pour une fois, n'était pas de parler, mais de se taire? Plusieurs éditorialistes féministes voient en Cecilia Attias un cas unique, une femme qui a refusé de devenir un outil de propagande, qui n'a pas cédé au voyeurisme, qui a préféré la fuite au déballage. Mais cette image a aussi son revers, car en se taisant, elle a aussi protégé un système, un fonctionnement du pouvoir où l'intime se confond avec le politique, où l'État épouse ses intérêts conjugaux, où la transparence n'existe que quand elle arrange. Au fil des années, Cecilia devient une figure énigmatique, ni victime, ni bourreau, ni rebelle, ni complice, une femme qui a vu l'envers du décor et a choisi de ne jamais le raconter. Et cette décision, paradoxalement, la rend encore plus puissante. Il ne reste plus rien d'officiel. Plus d'archives, plus de discours, plus de fonctions. Dans l'histoire de la Ve République, le nom de Cecilia Attias s'efface doucement, comme une annotation marginale dans le récit d'un quinquennat trop bruyant. Et pourtant, son absence a marqué autant que sa présence. En refusant le rôle de première dame, elle en a redéfini les contours. En quittant l'Élysée sans fracas, elle a posé une question brutale à la République. Et si le pouvoir, en réalité, n'était qu'une construction masculine que certaines femmes refusent tout simplement d'endosser? Cecilia Attias n'a pas été une épouse exemplaire. Elle n'a pas souri à chaque photographe, elle n'a pas feint l'admiration, elle n'a pas joué à la femme derrière l'homme. Elle a été, à sa manière, la faille dans le costume présidentiel. Pour Nicolas Sarkozy, son départ n'a pas été qu'un drame conjugal. Il a été une rupture symbolique, l'image de l'autorité, du contrôle, du succès, soudainement confrontée à une perte intime irréversible. Pour la France, le scandale n'était pas tant la séparation que ce qu'elle révélait, la porosité entre vie privée et vie publique, la fragilité des icônes, la violence des rôles imposés. En refusant de raconter ce qu'elle savait, Cecilia Attias a protégé certaines vérités, mais elle en a aussi enterré d'autres. Sa trajectoire est une énigme, une blessure politique qui n'a jamais vraiment été nommée,
Une fuite qui laisse derrière elle plus de questions que de réponses. Aujourd'hui, elle vit loin, dans une discrétion absolue. Aucune revendication, aucun regret, aucun retour. Comme si tout cela, les palais, les crises, les micros, n'avait jamais existé. Mais au fond, et si la vraie force de Cécilia Attias avait été d'échapper à tout cela, de ne pas devenir l'héroïne, ni l'antagoniste, mais le témoin silencieux d'un monde trop bruyant. Un témoin qui, un jour, pourrait choisir de parler, ou de ne jamais le faire. Et si c'était ça, le dernier scandale, son silence.